Dans la grande ville d'Abidjan, là où les klaxons se mélangent aux rires, aux musiques des maquis et aux appels des vendeurs ambulants, un nom revenait sur toutes les lèvres, Aïcha. On disait d'elle qu'elle était la plus belle femme de Treichville, peut-être même de toute la ville. Sa peau caramel luisait toujours sous le soleil, ses cheveux soigneusement lissés et attachés en chignon attiraient les regards, et ses lèvres, peintes d'un rouge vif, semblaient toujours prêtes à commander plutôt qu'à sourire. Chaque matin, lorsqu'elle sortait de son immeuble vitre teintée, les voisins s'arrêtaient de parler, les hommes baissaient la voix, les femmes la regardaient avec un mélange d'admiration et de jalousie. Elle portait souvent une robe rouge éclatante, serrée à la taille, qui faisait claquer ses talons dorés sur le trottoir chaud. On aurait dit qu'elle défilait sur un podium invisible. Et partout où elle passait, les regards s'inclinaient. Mais derrière ses grandes lunettes noires, Aïcha ne voyait pas les gens. Elle voyait au-dessus d'eux. À ses yeux, les vendeuses de bananes au carrefour, les apprentis de Gbaka qui criaient pour attirer les clients, les étudiants fatigués qui revenaient de cours, tous étaient des figurants dans le théâtre de sa gloire. Elle riait parfois de leurs habits simples, de leurs chaussures usées, de leurs sacs rafistolés. Elle méprisait les humbles, persuadée que sa beauté et son poste de directrice générale d'une société d'import-export faisaient d'elle une reine intouchable. Le soir, dans les salons chics de Cocody, elle racontait avec arrogance ses succès. On l'écoutait, on souriait, mais chacun savait qu'Aïcha n'aimait personne d'autre qu'elle-même. Elle s'était donné un surnom qu'elle répétait comme une chanson. « Je suis la fille la plus fraîche d'Abidjan ». Ses amis applaudissaient, ses collaborateurs baissaient la tête, et son chauffeur, qui la conduisait chaque jour, se contentait de soupirer en silence. Aïcha croyait que le monde entier était un miroir fait pour refléter son éclat. Mais elle ignorait que le destin, parfois, attend juste un petit événement, une rencontre, pour briser un miroir en 1000 morceaux. Et ce jour-là approchait. Le soleil d'Abidjan tapait fort ce matin-là. L'air vibrait sous la chaleur, les klaxons résonnaient, et les vendeurs de rue faisaient monter leur voix comme un orchestre sans chef. Les taxis s'arrêtaient en vrac, les gbakas se bousculaient pour trouver des passagers, et les étals colorés du grand marché brillaient déjà sous la poussière. Aïcha, vêtue d'une robe rouge flamboyante et de ses éternels talons dorés, se prépara à descendre de sa voiture climatisée. Elle allait chercher elle-même une épice rare, indispensable pour un dîner d'affaires qu'elle avait organisé le soir même. Son chauffeur, inquiet, osa murmurer. « Madame, peut-être qu'il vaudrait mieux porter des sandales. Le marché est poussiéreux. » Elle le fusilla d'un regard derrière ses lunettes noires. « Je ne cache pas mon éclat. Même dans la poussière, je brille. » Et elle claqua la portière avec élégance. Soleil avec visage le tumulte du marché. À peine avait-elle mis un pied dehors qu'un flot de son l'entoura. Banane douce. 200 francs seulement. Attiéké chaud. Poisson braisé. Yako madame, viens voir mes tissus. Les odeurs se mélangeaient, épices piquantes, poissons fumés, fruits trop mûrs, parfums sucrés des mangues. La poussière collait à la peau. Mais Aïcha marchait comme si le sol du marché lui appartenait. Ses talons faisaient clic-clac sur le ciment fissuré, son parfum européen flottait derrière elle, et les passants se retournaient, certains admiratifs, d'autres moqueurs. « Regarde-moi celle-là, murmura une vendeuse de tomates. On dirait qu'elle marche sur un tapis rouge. Chut, répondit une autre. C'est Aïcha, la DG, tu n'as pas entendu? Elle croit que tout le monde doit la saluer comme une reine. Mais Aïcha n'entendait rien. Elle cherchait l'étal d'épices. Piment la rencontre inattendue. Arrivée devant une vieille femme assise derrière des sachets soigneusement rangés, elle retira légèrement ses lunettes. « Je veux l'épice spéciale pour la viande, dit-elle d'un ton sec. La meilleure, pas celle qu'on donne aux débutants. » La vendeuse, ridée mais au regard lumineux, sourit doucement. « Ma fille, voilà ce qu'il te faut. Une pincée seulement et ton repas aura la chaleur du feu et la douceur du miel. » Pendant qu'elle mesurait l'épice, la foule se resserra derrière Aïcha. Elle fronça les sourcils. Elle n'aimait pas sentir les gens si proches. Son sac, pendu à son bras, sembla soudain tirer. Un garçon, rapide comme un chat, venait de toucher à la fermeture. « Hé !» cria Aïcha en se retournant. Le gamin lâcha prise et disparut dans le labyrinthe des étals. La foule éclata en rires et en murmures. « C'est Abidjan, madame, dit une voix. Faut ouvrir l'œil. » Le cœur battant, Aïcha resserra son sac contre sa poitrine. Elle respirait vite. Mais au lieu de montrer sa peur, elle releva le menton.
Personne ne vole la fille la plus fraîche d'Abidjan, murmura-t-elle. C'est alors qu'un homme s'avança. Il portait une chemise simple, légèrement froissée, un pantalon de coton, des sandales usées. Son visage était calme, ses gestes mesurés. Il parlait peu, mais son regard était clair. « Laissez-moi vous aider, dit-il doucement. Je peux porter cette boîte jusqu'à votre voiture. » Il avait déjà glissé quelques billets à la vieille vendeuse pour régler l'achat, pensant gagner du temps pour Aïcha. Mais elle ne vit que ses mains proches de ses affaires, ses vêtements modestes et son allure d'homme ordinaire. Ses yeux, encore pleins de méfiance après l'incident du pickpocket, se remplirent de colère. « Toi !» s'écria-t-elle, la voix forte pour que tout le monde entende. « Tu crois que je ne vois pas ton petit jeu ?» L'homme leva les mains en signe de paix. « Je voulais juste... » Clac. Une gifle claqua dans l'air, sèche, brutale. La foule se figea. Clac. Une deuxième, encore plus forte, l'envoya presque au sol, sa joue marquée d'un rouge vif. Un silence lourd s'abattit. La vieille vendeuse porta la main à sa bouche. Quelques spectateurs secouèrent la tête. L'homme resta par terre, les yeux dans la poussière, puis se releva lentement. Il ne cria pas. Il ne répondit pas. Ses yeux croisèrent un instant ceux d'Aïcha, mais au lieu de colère, ils contenaient une étrange profondeur. Puis, calmement, il s'éloigna dans la foule. Aïcha redressa ses lunettes, reprit sa boîte d'épices, et tourna le dos à la scène. Dans son esprit, elle venait de défendre son honneur. Dans la mémoire des témoins, elle venait de perdre le sien. Jour du marché. On sent la montée de tension, la gifle publique et la gravité du malentendu. Le lendemain matin, Abidjan s'éveilla sous un soleil plus doux. Mais dans l'immeuble climatisé du plateau, l'air vibrait déjà d'agitation. C'était le jour du grand conseil d'administration. Les directeurs, les cadres et les actionnaires les plus influents de la société d'import-export étaient réunis. Aïcha, comme à son habitude, avait choisi une tenue éclatante, une robe ivoire brodée d'or, ses talons dorés impeccablement cirés, ses lunettes noires perchées sur le nez. En entrant dans la salle, ses pas claquaient sur le marbre comme des coups de marteau. Elle sentait les regards se tourner, et, une fois encore, son cœur gonfla d'orgueil. Elle s'installa au premier rang, un dossier bien préparé devant elle. Elle avait travaillé toute la nuit à sa présentation sur l'expansion de l'entreprise. Aujourd'hui encore, elle voulait impressionner. Le président du conseil, un vieil homme respecté, se leva et prit la parole. « Mesdames et messieurs, nous avons attendu ce moment. Notre entreprise a traversé des mois sans PDG officiel. Mais aujourd'hui, j'ai l'honneur d'annoncer l'arrivée de notre nouveau directeur général. » Un murmure parcourut la salle. Aïcha se redressa, le cœur battant. Enfin, pensa-t-elle. Un grand homme d'affaires, peut-être un investisseur étranger, quelqu'un que je pourrais séduire par mon intelligence et mon style. Le président continua, un sourire mystérieux aux lèvres. Le véritable propriétaire de cette société a décidé de prendre les rênes lui-même. Veuillez accueillir monsieur Emmanuel Quadio. La porte s'ouvrit. Un homme entra. Grand, droit, vêtu d'un costume bleu nuit taillé sur mesure, une montre d'or discret à son poignet. Ses pas étaient mesurés, calmes, comme ceux d'un homme qui n'avait rien à prouver. Son regard balayait la salle avec assurance. Mais ce ne fut pas sa prestance qui glaça Aïcha. C'étaient les traces encore visibles, rouges et légères, sur sa joue gauche. Son souffle se coupa. Son ventre se serra. C'était lui. L'homme du marché. Celui qu'elle avait giflé. Elle sentit ses mains trembler sous la table. Ses oreilles bourdonnaient. Autour d'elle, les applaudissements éclataient. Mais pour elle, chaque clappement sonnait comme un coup de tonnerre. Emmanuel, que la foule des quartiers appelait simplement Emma, l'homme simple du marché, s'assit à la place d'honneur. Il se leva aussitôt pour parler. « Merci à tous. Je suis heureux d'être enfin parmi vous. J'ai observé cette entreprise à distance. Désormais, je veux l'accompagner de près. » Sa voix était grave, posée, sans colère apparente. Mais chaque syllabe vibrait dans la poitrine d'Aïcha. Après quelques échanges formels, ce fut son tour de présenter son projet. Elle se leva, les jambes faibles, son dossier entre les mains moites. Elle parla, ses mots bien articulés, mais sa voix sonnait creuse. Elle sentait qu'il la regardait sans cligner, que chaque mot tombait inutile face à ce qu'elle avait fait.
Puis, lorsque sa présentation se termina, Emmanuel Quadio se leva lentement. Il fit quelques pas dans la salle, son regard grave. « J'aimerais partager avec vous une expérience, dit-il calmement. Hier, je suis allé au marché de Trecqueville, habillé simplement, pour soutenir nos commerçants locaux. Là, j'ai vu une de nos cadres supérieurs, en difficulté, attaquée par un voleur. J'ai payé ses achats, j'ai voulu l'aider, mais au lieu de reconnaissance, j'ai reçu ceci. » Il tourna légèrement son visage vers la lumière. La marque rouge était encore là, bien visible. Un souffle traversa la salle. Les yeux se tournèrent vers Aïcha. Elle voulut parler, mais aucun son ne sortit. Emmanuel reprit, la voix ferme, mais sans colère. Ce n'est pas une question d'argent ni de statut. C'est une question de respect. Un leader qui méprise les plus humbles, qui humilie au lieu d'écouter, peut-il vraiment diriger? Un silence pesant s'abattit. Le président du conseil fronça les sourcils, les directeurs échangèrent des regards lourds. Aïcha sentit ses jambes trembler. Elle baissa enfin les yeux, incapable de soutenir le poids de son regard. Et pour la première fois depuis longtemps, la fille la plus fraîche d'Abidjan se sentit minuscule. Le retournement. Le moment de vérité est arrivé, la gifle du destin tombe aussi fort que ses propres gifles. La salle du conseil était devenue un tombeau. Le souffle de la climatisation résonnait plus fort que d'habitude, et pourtant, tout le monde avait chaud. Les yeux fixés sur Aïcha brûlaient plus que le soleil d'Abidjan. Elle essaya de se redresser, mais ses jambes semblaient soudées au sol. Ses doigts serraient son dossier à s'en blanchir les phalanges. Chaque seconde de silence sonnait comme une condamnation. Le président du conseil tout sauta, mal à l'aise. « Madame Aïcha, avez-vous quelque chose à dire ?» Tous les regards convergèrent. Son cœur battait comme un tambour de guerre. Elle ouvrit la bouche, mais sa gorge était sèche. Ses lèvres tremblaient. Finalement, dans un souffle presque cassé, elle dit « Je suis désolée. » Mais Emmanuel ne la quitta pas des yeux. Il se leva de nouveau, sa voix grave et calme. « Désolée ? C'est un mot facile. Mais hier, devant des dizaines de témoins, vous avez humilié un homme que vous croyez pauvre, simplement parce qu'il avait l'air modeste. Vous l'avez frappé. Pas une fois, mais 2 fois. Et aujourd'hui, vous vous excusez parce que vous avez découvert qu'il était riche, puissant et votre patron. » Un frisson parcourut la salle. Certains hochaient la tête, d'autres détournaient le regard, gênés. Emmanuel continua. « Ce n'est pas pour moi que je demande des excuses. C'est pour chaque employé que vous avez méprisé, chaque réceptionniste que vous avez ignoré, chaque agent de sécurité que vous avez traité comme de la poussière. » Puis, d'une voix plus ferme, il conclut. « Si vous voulez vraiment vous excuser, faites-le publiquement. Ici, maintenant. » Les pupitres tremblaient légèrement sous la tension. Les cadres attendaient. Aïcha sentit son monde s'écrouler. Ses yeux, qu'elle tenait toujours secs, se remplirent enfin de larmes. Son maquillage commença à couler. Ses mains tremblaient. Elle se leva, lentement, ses talons claquant comme une condamnation. « Je vous demande pardon, » dit-elle d'une voix brisée. « À vous, monsieur Quadio, mais aussi à tous ici. J'ai cru que ma beauté et mon poste faisaient de moi quelqu'un de supérieur. J'ai ri de ceux qui avaient moins que moi. J'ai méprisé ceux qui me respectaient. J'ai été arrogante. Et je le regrette profondément. » Un silence épais suivit. On entendait certains chuchoter. « Elle pleure ? Aïcha ? Ce n'est plus la reine d'Abidjan, ça. » Aïcha essuya ses larmes avec sa main tremblante. Mais plus elle parlait, plus les regards posés sur elle la faisaient suffoquer. Le président du conseil, après un long silence, ferma son dossier. « Merci, Madame Aïcha. Vous pouvez vous asseoir. » Mais Aïcha n'en pouvait plus. Elle sentait son trône de verre se briser sous elle. À peine assise, elle attrapa un stylo, tira une feuille et, sous les yeux médusés de ses collègues, écrivit rapidement une lettre. « Je présente ma démission du poste de directrice générale avec effet immédiat. J'assume mes erreurs et souhaite que cette entreprise incarne désormais l'humilité, le respect et la dignité. » Elle signa, ses larmes tachant presque l'encre. Puis elle posa la lettre sur la table, se leva sans un mot et sortit de la salle. Le silence après la tempête. Dans le couloir, ses pas résonnaient encore, mais cette fois, sans fierté.
Les talons dorés, autrefois symbole de sa supériorité, semblaient maintenant peser une tonne. Elle marchait vite, comme pour fuir les regards, mais chaque reflet dans les vitres lui renvoyait une image qu'elle ne supportait plus. Elle atteignit l'entrée de l'immeuble. Son chauffeur, surpris de la voir si tôt, se précipita pour ouvrir la portière. Mais elle leva la main. Non. Pas aujourd'hui. Elle marcha seule, dans les rues d'Abidjan, ses talons claquant faiblement sur le bitume chaud. Mais cette fois, personne ne se retourna pour admirer la fille la plus fraîche de la ville. On ne voyait qu'une femme en larmes, maquillage coulant. Regard perdu. Son règne venait de prendre fin. Les jours qui suivirent sa démission furent pour Aïcha les plus longs de sa vie. Son téléphone, qui sonnait autrefois sans cesse d'invitations, de compliments et de demandes, resta silencieux. Ses soi-disant amis du cercle mondain ne l'appelaient plus. Les journalistes, qui la décrivaient naguère comme une femme influente et élégante, ne parlaient plus d'elle. Dans son appartement luxueux, les miroirs où elle aimait en se contempler lui renvoyaient une image qu'elle fuyait désormais, un visage fatigué, sans maquillage, avec des yeux gonflés de larmes. Sans son titre, sans son aura, elle découvrit la solitude. La marche de l'humilité. Un matin, incapable de rester enfermée, elle sortit. Elle marcha à Treichville, là où tout avait commencé. Les rues grouillaient de vie, de cris, de klaxons. Les vendeuses l'interpellaient comme à tout passant. Mais cette fois, personne ne la reconnaissait. Elle s'arrêta devant l'étal de la vieille vendeuse d'épices. La femme leva les yeux, surprise. « Ah, ma fille. Tu es revenue. » Aïcha baissa la tête. Pour la première fois, elle se sentit petite devant quelqu'un d'humble. « Maman, pardonne-moi. Ce jour-là, j'ai été arrogante. Je t'ai manqué de respect, toi et l'homme qui voulait m'aider. » La vieille femme sourit doucement, ses yeux brillants de sagesse. « L'orgueil est un feu, ma fille. Il éclaire fort, mais il brûle celui qui le porte. Ce qui dure, ce n'est pas la beauté ni l'argent, c'est la bonté qu'on laisse dans le cœur des autres. » Ces mots frappèrent Aïcha plus fort que n'importe quelle gifle. Une nouvelle vie. Dès lors, elle décida de changer. Elle se mit à fréquenter les marchés non plus pour exhiber ses talons dorés, mais pour écouter, apprendre, tendre la main. Elle s'assit avec les vendeuses, écouta leurs histoires, partagea leurs riz à midi, et peu à peu, son cœur s'ouvrit. Elle trouva un nouveau travail, plus modeste, elle gérait un petit projet social financé par une ONG locale. Son bureau n'était plus climatisé, mais une simple pièce avec un ventilateur fatigué. Pourtant, pour la première fois, elle se sentait utile. Chaque fois qu'elle croisait un gardien, une secrétaire, un apprenti chauffeur, elle souriait sincèrement, les regardant dans les yeux. Ce qu'elle méprisait jadis devinrent ses maîtres dans l'école de la vie. Le vrai pouvoir. Un soir, alors qu'elle marchait sur le pont Houphouët-Boigny, observant les lumières d'Abidjan se refléter dans la lagune, elle repensa à Emmanuel Quadio. Elle ne l'avait pas revu depuis ce jour dramatique. Mais elle entendait encore sa voix. Un leader qui humilie les autres ne peut pas diriger. Ces mots l'accompagnaient désormais comme une boussole. Elle comprit enfin que le vrai pouvoir n'était pas de dominer, mais de servir. Que la vraie richesse n'était pas dans les talons dorés, mais dans la dignité partagée. Elle leva les yeux vers le ciel d'Abidjan, illuminé de mille feux. Et pour la première fois, elle ne se dit pas « Je suis la fille la plus fraîche de la ville ». Elle murmura plutôt « Je veux être une femme vraie. Une femme humble. » Ainsi se termina le règne de la reine des talons dorés. Aïcha avait perdu son trône d'orgueil, mais gagné un cœur nouveau. Parce que l'orgueil peut te donner une couronne. Mais seule l'humilité la maintient sur ta tête. Et dans les rues d'Abidjan, parmi les marchés, les klaxons et les rires, on ne parlait plus d'Aïcha la fière, mais d'Aïcha la transformée. La beauté s'efface, la richesse change de main, mais le respect et la bonté restent la seule royauté qui ne s'éteint jamais.